Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il n'y a que du tous, mais c'est pas grave. En direct de ce 28e salon à l'envers et de cette 5e conférence organisée par Entreprendre en Lorraine Nord, on lance une table ronde sur la formation vecteur des enjeux climatiques de demain. Et donc, j'ai plusieurs invités à vous présenter, des représentants de la formation de la formation du secondaire ou finalement du supérieur. Et donc je vais passer la parole à Arnaud Roslinger qui va se présenter brièvement. Donc, bonjour à toutes et tous, Arnaud Roslinger, directeur délégué des formations professionnelles et technologiques du lycée La Briquerie à Thionville et accessoirement pilote également avec deux autres collègues du concours et challenge Technobot, concours de robotique pédagogique. Nous avons également Monsieur Vaudois sur ma gauche. Oui, bonjour. Donc, je suis enseignant spécialisé en ingénierie électrique. Et accessoirement, je suis également président d'une association qui vise à promouvoir la culture scientifique auprès de la jeunesse, qui s'appelle Technic & Co et qui se trouve à Thionville. Et le dernier intervenant, Monsieur Pascal Mathieu. Oui, donc Pascal Mabon, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Pascal Mathieu, je suis directeur adjoint de l'IUT de Longwy. Je suis également enseignant au sein du département MT2E, donc métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Voilà. Donc aujourd'hui, les entreprises sont très impliquées sur des problématiques de recyclage de produits, sur l'implication de certaines lois, dont la loi AGEC, sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, sur certains enjeux autour du dérèglement climatique et l'objectif affiché qui est une neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, la formation du coup doit se mettre à niveau, parce que pour le coup les entreprises se sont mises en ordre de bataille. Et je vais commencer par Arnaud Roslinger. Arnaud, comment au niveau du lycée de la Briquerie vous sensibilisez à la question du dérèglement climatique, sachant qu'aujourd'hui il y a plusieurs dispositifs existants? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, au-delà des rénovations de programmes et de référentiels au niveau des diplômes qu'on propose dans notre établissement et dans tous les autres établissements, on propose à nos élèves, donc lors notamment de la semaine du climat qui a eu lieu début octobre, de participer à une fresque climatique pour les sensibiliser et justement répondre à cette problématique qui est comment aujourd'hui un jeune va pouvoir prendre conscience des dérèglements et des actions possibles à mettre en place à son niveau et plus tard dans sa vie professionnelle. Donc l'objectif c'était de développer une réflexion commune autour d'un même thème où les élèves ont participé à l'aide de l'association La Fresque du Climat, justement pour proposer des solutions pertinentes à leur échelle et à l'échelle de l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles propositions sont faites aux élèves ou quelles propositions ont faites les élèves dans le cadre de cette fresque du climat qui leur ont été présentées? Donc du coup, au niveau des propositions qui ont été globalement faites aux élèves, donc la fresque du climat en est un bel exemple. On a également des éco-délégués qui ont maintenant une présence active depuis quelques années au sein du comité d'éducation à la santé, la citoyenneté et à l'environnement dans nos établissements scolaires qui, eux, proposent des actions concrètes dans l'établissement. Ça peut partir de la collecte de batteries jusqu'au développement d'actions spécifiques autour justement de cette question. Et ça complète l'ensemble des enseignements, donc l'éducation morale et civique, notamment dans le cadre de l'enseignement donc en voie professionnelle, mais dans le cadre de la voie générale, on a également d'autres enseignements qui sont proposés, notamment en enseignement scientifique, où c'est la poursuite dès la prise de conscience depuis la classe de CM1 jusqu'à la sortie de la terminale qui est mise en œuvre pour qu'ils puissent répondre à ces problématiques. Et donc, comment ça se traduit concrètement dans le quotidien des élèves, dans l'enceinte de l'établissement, sachant qu'il y a des expérimentations et des projets qui sont lancés. Donc, effectivement, il y a le grand discours, finalement, qu'on peut porter au niveau des entreprises, des établissements de formation. Mais globalement, comment vous les faites entrer sur ces thématiques de manière très concrète dans les dispositifs qui sont mis en place? Alors, on a quelques exemples. Je vais en citer deux notamment. Un premier qui est l'implantation d'un abri à vélo autonome et connecté où le système est équipé donc, de panneaux photovoltaïques pour capter l'énergie
Et les élèves vont pouvoir travailler dessus puisqu'on a demandé aux fournisseurs l'intégralité des schémas et des plans de câblage qui vont permettre aux élèves de réaliser donc, des mesures sur le système, des améliorations et également donc, de connecter le système et de proposer d'autres services à tous les usagers qui vont utiliser donc, cet abri vélo qui est à l'entrée de l'établissement et qui va permettre donc, à tout un chacun de pouvoir par exemple réserver une case pour recharger sa batterie de la trottinette ou de son vélo assistance électrique. Ça, c'est un premier projet, on va dire, d'envergure à l'échelle de l'établissement, mais également lors des projets pédagogiques dans le cadre des formations. Je pense notamment aux formations STI 2D, où l'industrie et le développement durable prend toute sa place. C'est le cœur de la formation, donc de la voie technologique qu'on propose dans notre établissement, où le jeune va développer un projet de A à Z, avec une partie sur l'énergie qui est assez considérable, notamment sur la spécificité énergie-environnement. Donc concrètement, le projet, mettre l'élève en action sur un projet, ça nous semble essentiel et pertinent au sein de l'établissement. Donc on voit qu'effectivement, on est sur du concret. On les fait rentrer sur des sujets en lien avec le dérèglement climatique, sur des projets qui vont pouvoir toucher finalement de manière très précise ces enjeux et comment les mettre en œuvre. Vous, Monsieur Vaudois, dans la stratégie que vous mettez en œuvre dans vos établissements, quelles sont finalement les évolutions que vous mettez en œuvre pour développer ces compétences ou les formations que vous mettez en œuvre dans votre établissement ? Alors, dans mon établissement, mais plus largement, j'ai envie de dire dans tous les établissements de France, alors, il faut déjà savoir que les enjeux climatiques en tant que tels n'apparaissent pas vraiment. Mais en revanche, si on prend par exemple les référentiels, ou si vous préférez les programmes scolaires des classes de bac pro, il y a certaines choses qui sont écrites. Par exemple, vous pouvez demander à un professionnel, à un apprenant dans le métier du bâtiment, d'être capable de choisir la qualité de l'isolant qu'il va employer en fonction de différents critères écologiques. Vous pouvez demander à un chauffagiste ou un électricien ou tout autre métier de faire attention à son consommable, d'éviter de gaspiller. Et il y a des critères d'évaluation qui prennent en compte tous ces items. Voilà. Ou par exemple, on peut imaginer un électricien qui est face à l'entretien d'une machine, à qui on demande de prendre en compte des notions d'éco-responsabilité et qui va paramétrer les différents paramètres d'un ascenseur, par exemple, pour que le système soit plus efficient. Alors, au niveau des formations post-bac, c'est un petit peu différent, parce que là, il s'agit plutôt d'une prise en compte intrinsèque du problème, dans le sens où on est face à des gens qui vont être amenés à imaginer des architectures, à choisir des matériels, des matériaux, et très souvent, c'est imposé par la législation. Donc si on prend par exemple les moteurs électriques, donc des moteurs, il y en a partout. Imaginez sur une automobile par exemple, vous avez outre les moteurs de propulsion, vous avez la ventilation, pompe à chaleur, le chauffage, les lève-vitres, vous avez des rayons électriques, des rétroviseurs qui se rabattent, donc des moteurs qui sont vraiment omniprésents. Et il y a une réglementation qui est née en 2008, il me semble, au niveau européen, et qui impose aux fabricants l'interdiction de vente des moteurs les plus énergivores. Et il y a des impléments qui apparaissent comme ça tous les 4 ou 5 ans, où chaque fois, il y a un palier supplémentaire qui est imposé et où les moteurs doivent être 20% plus efficaces, donc moins énergivores que la génération précédente. Donc l'étudiant qui est amené à choisir le matériel pour une installation quelconque, il est obligé de tenir de ce type de contraintes. Voilà. Ou alors vous avez également tout ce qu'on appelle les plans d'optimisation des performances environnementales qui fleurissent un petit peu partout. Donc là pareil, et étant donné que c'est dans le cadre réglementaire, le futur chef d'entreprise ou le futur maître d'œuvre est obligé d'intégrer toutes ces données. Donc on voit quand finalement la problématique de l'enjeu climatique est intégrée très très tôt dans les formations. Mais dans le supérieur, finalement, comment c'est intégré dans les formations qui sont finalement à un niveau peut-être un peu plus technique pour développer de l'intelligence et des solutions techniques finalement qui rentrent dans ces enjeux? Alors, il y a, c'est mon avis personnel, mais il y a déjà d'une part les idées qui sont véhiculées par les enseignants, par les profs en général.
Mais on peut citer par exemple une formation qui se déroule actuellement au niveau national, qui est la formation FIBAT, qui vise à former les gens sur la rénovation énergétique du bâtiment. Donc ça s'adresse à un petit peu tout le monde, aux conducteurs de travaux, aux chargés d'affaires, aux chefs d'entreprise, aux ouvriers, mais également aux futurs salariés. Donc les étudiants et les élèves sont concernés. Et je pense, il me semble qu'en 2023, il y a un objectif de former 3000 professeurs en France. Et l'objectif est d'atteindre les 10 000 pour 2025. Donc, dans ce type de formation, on nous met à disposition des ressources au sens très très large. Tout ce qui touche au bâtiment est mis dans le panier. Et donc, on est sensibilisé à essayer d'identifier les possibilités d'évolution d'un bâtiment, à connaître les outils ou les techniques qui permettent d'améliorer son efficience et les économies d'énergie. Et donc, c'est un dispositif qui se déroule sur plusieurs jours. Typiquement, c'est 2 jours, 2 fois 8 heures pour les stagiaires. Et à côté de ça, il y a de l'auto-formation. Et donc là, comme la base de ressources est extrêmement large, chacun va puiser les éléments en fonction de ses souhaits. Donc, forcément, les formateurs qui ont été initiés à ce type à ces actions vont, j'espère en tout cas, transmettre leurs connaissances aux futurs étudiants. Et en tant qu'étudiants, normalement, ils sont aussi amenés à être capables de comprendre la législation et de la mettre en application. Donc, encore une fois, indirectement, ça fait partie de leur métier. Quoique, on peut tout de même imaginer certaines limitations. On va demander par exemple à quelqu'un qui fait un BTS bâtiment de prendre en compte un certain nombre de critères, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément son travail d'aller jusqu'à faire un bilan carbone complet. Là, c'est vraiment un métier à part entière, quoi. J'avais une petite question subsidiaire sur la relation aux entreprises. Parce que finalement, on voit des entreprises du territoire, par exemple Knof qui va être dans l'isolant, une centrale nucléaire qui a de l'expertise dans le domaine de l'électricité, ou Suez dans la partie gestion des déchets. Finalement, comment vous créez cette interaction avec les entreprises du territoire ? Alors, il y a deux possibilités. Alors, d'une part, il y a déjà des démarchages qui sont faits de plus en plus fréquents d'ailleurs des entreprises vers le système scolaire. On organise à ce titre des journées ou des demi-journées de rencontres entre les entreprises et les élèves ou les étudiants. Et puis à côté de ça, il y a également de plus en plus de plateformes sur Internet qui permettent aux étudiants qui, avant d'aller chercher du travail, ou aux élèves avant de poursuivre leurs études, qui ont l'obligation de faire des stages en entreprise ou des PFMP selon le niveau. Et donc, ça permet de mettre un premier pied dans l'entreprise. Oui, c'est très très intéressant. Finalement, on se rend compte que le domaine de la formation et de l'entreprise est lié et que cette collaboration est en route. Je me posais la question au niveau de la recherche, finalement. Quelles actions étaient menées dans ces dispositifs en lien avec le réchauffement climatique ? Monsieur Mathieu ? Oui, je me permettrai également donc d'intervenir peut-être au niveau de l'enseignement, donc l'enseignement supérieur. Alors en ce qui concerne donc l'enseignement supérieur, de plus en plus, on voit apparaître l'acquisition des diplômes par la validation de compétences. Alors compétences qu'on va retrouver dans les entreprises et compétences qui sont directement en lien avec les besoins que vont avoir les entreprises aujourd'hui, mais également demain. Et demain, c'est les contraintes liées à l'environnement, c'est les contraintes liées au changement climatique. Et donc, on le voit très nettement. Bon, ça a été dit par mon collègue à l'instant, mais si par exemple, on prend par exemple la réglementation thermique est devenue réglementation environnementale parce que tout simplement, on est obligé de tenir compte de cet impératif qu'est l'environnement et de ces contraintes qui vont être liées à ces évolutions environnementales. Au niveau de l'enseignement supérieur, effectivement, on travaille par compétences. On est obligé de s'adapter aux besoins des entreprises. Et donc, on voit apparaître au niveau de ces enseignements des enseignements spécifiques
liées aux contraintes environnementales, aux enjeux environnementaux. Et donc, c'est une première chose. Alors, ces cours spécifiques, on les retrouve dans tous les domaines. On va le retrouver autant dans des domaines des formations en lien avec le tertiaire qu'avec des formations en lien avec l'industrie ou les sciences. Ensuite, il y a des cours spécifiques qui vont également comporter un certain nombre de points qui sont en lien avec les enjeux environnementaux. Alors, je dirais assez rapidement, si par exemple on fait un cours de froid, on va être obligé de traiter le problème du réchauffement climatique, le problème en lien avec l'utilisation des fluides frigorigènes qui sont des fluides à effet de serre. Donc, que ce soit au cours de cours spécifiques ou bien autrement de cours de spécialité ou bien autrement au cours de stage ou bien même de projet, parce que comme vient de dire le collègue, c'est-à-dire que de plus en plus on travaille en lien avec les entreprises. Alors on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais le fait que les entreprises aient besoin de personnel formé, qui ait des besoins assez forts, oblige un petit peu les entreprises de faire un pas vers l'enseignement, et l'enseignement fait également un pas avec l'entreprise, et on voit un nouveau partenariat un petit peu se développer à ce niveau-là. Et donc ça, c'est peut-être le côté positif des enjeux environnementaux qui vont avoir lieu prochainement. Voilà ce que je dirais. Au niveau de la recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la recherche est impactée par les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que autant les laboratoires de recherche en lien avec les sciences humaines, les sciences économiques, que les laboratoires de recherche qui sont en lien avec les mathématiques ou la physique, etc. Et donc, ça permet au niveau de la recherche, un petit peu comme pour les entreprises et l'enseignement, un rapprochement. C'est-à-dire que ce sont souvent des thématiques transversales qui permettent à tous les laboratoires de travailler ensemble, main dans la main. Et donc, on voit une nouvelle manière de travailler qui est en train de se développer. Et les laboratoires de recherche sont, comme les entreprises, un petit peu obligés de travailler sur ces thématiques-là parce que nos décideurs qui doivent penser le monde de demain, qui se rendent compte que de toute manière, le monde de demain, il sera en lien avec les enjeux environnementaux, orientent les subventions essentiellement sur ces thématiques-là, et donc les laboratoires de recherche, étant conscients de ça, automatiquement développent et travaillent sur ces enjeux environnementaux. Ouais, ce que vous dites en gros, c'est que la réglementation, l'exemple que vous prenez, c'est la RE 2020, oui. Finalement oblige vos structures de recherche et de formation à travailler en mode agile, et donc du coup il y a cette relation avec l'entreprise qui devient naturelle. C'est-à-dire que vous vous servez de l'expertise et de la connaissance de la R&D côté développé par les entreprises pour les intégrer à vos dispositifs de recherche qui sont intégrés dans vos établissements, qui permettent cette collaboration, cette intégration, où finalement tous les sujets sont un peu coportés et les briques technologiques que vous développez finalement sont développées avec de l'expertise de salariés de ces entreprises de manière à être dans l'efficacité, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vois que le monde est en train de changer. Alors effectivement, notre environnement il change, mais le monde de l'éducation est également en train de changer. C'est-à-dire que, et le monde de l'entreprise aussi, je pense. C'est-à-dire que de plus en plus, on fait appel à des vacataires qui interviennent dans nos formations. Il y a un échange permanent qui se crée. Il y a un besoin des entreprises de trouver des salariés parce qu'il y a pas mal de métiers en tension et des métiers dans le domaine scientifique, mais pas que. Et donc du coup, il y a une synergie qui s'opère entre ces deux mondes qui avant un petit peu se regardaient en chien de faïence, si jamais je puis dire. Et donc c'est un peu le côté bénéfique de la chose. Il faut voir que maintenant l'enseignement a également évolué, c'est-à-dire que tous les ans on a même voire plusieurs fois par an, on rencontre des entreprises et on échange un petit peu sur les nouveaux besoins, comment faire évoluer les formations pour qu'elles collent à ces entreprises-là. Et donc c'est bénéfique. Oui, tout à fait. On évoquait la RE 2020, mais finalement, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner dans le domaine de l'énergie ? Oui, alors j'en ai un qui me vient à l'esprit. C'est actuellement, donc, on travaille en collaboration avec une communauté de communes qui travaille elle-même avec une entreprise de renommée nationale, voire internationale, sur un sujet qui est fort pertinent et intéressant. C'est le couplage donc d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques avec des électrolyseurs de manière à produire de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable et de l'électrolyse de l'eau. Cette problématique, elle permet à la fois à nos laboratoires de recherche de travailler main dans la main, c'est-à-dire qu'il va y avoir des thématiques de recherche liées à l'optimisation, à l'amélioration de l'efficacité des électrolyseurs, mais également des laboratoires de recherche qui vont travailler sur l'acceptabilité auprès de la population de voir tout d'un coup des citernes d'hydrogène apparaître à droite et à gauche. Et donc, du coup, on voit, et pareil, il y
y a également l'obligation de travailler, il y a des laboratoires donc, qui vont travailler par exemple sur le volet un peu plus économique, c'est-à-dire est-ce que ce modèle peut être viable, est-ce que quand même économiquement ça peut fonctionner. Donc on voit que la recherche, c'est par exemple un exemple où on voit que la recherche, tous les domaines de la recherche arrivent à travailler ensemble. Et ensuite, c'est également l'occasion de faire travailler des étudiants en stage sur cette installation-là. Mais également, on voit dans le supérieur, on développe de plus en plus une démarche par projet. Et donc, carrément utiliser cet exemple-là pour faire travailler les étudiants sur ce projet. Et c'est un projet tellement vaste qu'en fin de compte, on arrive pratiquement à faire travailler toutes les formations et donc c'est très formateur, je trouve, c'est super. Oui, on est dans le multidisciplinaire, dans le pluridisciplinaire, et finalement on est bien dans le modèle qui est proposé dans les entreprises. On a un projet, finalement, comment on met tous les acteurs du projet sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de manière à ce que l'ensemble des voyageurs soit connu de tous et puisse avancer ensemble, parce que finalement ce niveau de compréhension globale, elle est toujours difficile à appréhender, et finalement travailler en projet le permet. Tout à fait, c'est ça. Et en même temps, je pense que les jeunes, ils ont besoin de travailler en projet parce que déjà, ils voient déjà la finalité de la chose, ils voient l'utilité. Et donc, c'est au lieu de faire des maths pour les maths, de faire de la physique pour la physique, le fait justement de travailler sur un projet, et un projet quand même intéressant, c'est sûr que c'est motivant, c'est formateur. Voilà. Je suis d'accord. J'avais une dernière question finalement à vous poser, qui sera une question commune finalement à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on sent bien dans le domaine de l'industrie. Alors moi, je viens du domaine nucléaire, où finalement on a de plus en plus de difficultés de recrutement dans nos territoires. Et les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui seront-ils suffisants pour faire face aux besoins de recrutement des entreprises? C'est un vaste sujet. Je pense qu'effectivement, on n'aura pas forcément la réponse aujourd'hui ou la martingale qui permet de répondre aux enjeux de recrutement des entreprises. Mais est-ce que vous avez des pistes intéressantes finalement à évoquer? Effectivement, alors je rebondis sur ce que Pascal vient de dire. En termes de projet, les programmes et les référentiels sont faits maintenant de telle manière à ce que dans la voie professionnelle, ils développent un chef-d'œuvre, que les jeunes de la voie technologique développent un projet en termes donc de projet pédagogique qui va compter aussi pour leur examen, et dans la voie générale, dans certaines spécialités également. On a deux autres outils qui sont venus compléter justement l'offre, ou du moins le lien qu'on va commencer à créer, qu'on va continuer à renforcer entre l'école et l'entreprise. On a le bureau des entreprises qui vient maintenant dans tous les établissements professionnels, donc pour renforcer cette liaison entre les entreprises, notamment l'industrie sur notre territoire, et également les élèves, et surtout les campus des métiers et qualifications. Et demain, campus d'excellence par exemple, sur les thèmes, sur notre territoire, demain on va parler de transition énergétique, on va parler de décarbonatation de l'industrie par exemple, où c'est un dispositif qui va permettre vraiment de relier en fait, les 4 personnes qu'on est autour de la table en un même lieu, c'est-à-dire qu'on va réfléchir de manière collaborative pour mener à bien et développer le projet personnel de formation de chaque élève, de chaque apprenant, en relation avec les entreprises du territoire, en relation avec l'enseignement supérieur. Et donc par ce biais-là, on va créer, on espère en tout cas, une élévation du niveau de compétences et d'ambition en tout cas de nos élèves et de nos apprenants, justement pour les tirer vers le haut et pour les implanter directement dans les entreprises du territoire. Monsieur Vaudois, même question? Oui, bon, alors je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la quasi-totalité des métiers techniques sont sous tension. En revanche, personnellement, je ne suis pas persuadé que les enjeux climatiques soient nécessairement pris en compte en priorité par les entreprises, parce qu'à mon avis, elles cherchent avant tout des gens pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre leurs machines et leurs process. À ceci près que je vois 2 exceptions. La première, c'est tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, pour une raison simple, c'est que c'est un domaine qui est subventionné. Voilà. Et la deuxième, c'est tout ce qui est création de grosses ou d'immenses infrastructures au niveau national, voire international, où là, forcément, on va toujours mettre en avant un bilan carbone satisfaisant. Monsieur Mathieu? Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes 2 collègues, mais j'y vois quand même, même ne serait-ce qu'une entreprise qui travaille par exemple sur l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un process, c'est environnemental quand même. Donc du coup, voilà, je pense que quand même l'environnement, voilà,
Enfin, elle intervient un petit peu. Et après, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Arnaud. C'est le campus des métiers. Alors, le campus des métiers, moi, je trouve que c'est un super outil. Alors, on revient un petit peu à ce que je disais précédemment. C'est une super occasion pour les entreprises, pour le monde de l'éducation, de travailler sur des thématiques porteuses, des thématiques de demain. Et donc, je pense que ça va vers l'évolution dans laquelle je parlais, c'est-à-dire meilleurs échanges entre le monde de l'éducation et le monde des entreprises, sans lequel, voilà, je pense que ce soit les entreprises ou bien l'éducation, on sera tous perdants, quoi. Oui, moi je partage vos visions, c'est qu'effectivement, la révolution est en marche dans le milieu des entreprises, où finalement on n'a pas le choix. L'objectif est devant nous, il est affiché, et finalement on doit essayer de l'atteindre. Et finalement, cette révolution est également mise en place dans le domaine de la formation, où finalement ces collaborations vont permettre de travailler beaucoup plus vite et d'accélérer finalement sur les enjeux et la compréhension de ces enjeux auprès des étudiants d'aujourd'hui. Alors je trouve ça passionnant. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est le recrutement. C'est une difficulté qui est réelle. Et finalement, on voit bien que la tendance est inversée. Aujourd'hui, l'entreprise avant sélectionnait un candidat. Aujourd'hui, c'est le candidat qui sélectionne une entreprise. Et ça change aussi le paradigme. Finalement, on est sur un changement qui est assez brutal, où globalement, si l'entreprise n'arrive pas à donner du sens dans l'activité qu'elle donne, au-delà du métier qu'elle propose, finalement, elle va perdre ce candidat. Donc notre manière de penser est en train de changer. Finalement, c'est cette révolution finalement qu'on doit mettre en œuvre de manière à ce que dans les métiers dans lesquels on a besoin de recruter, on puisse attirer les meilleurs. Une dernière question en un mot, la conclusion de cette table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot, une conclusion? Bon, l'écologie, ce n'est que le début. La formation s'adapte aux besoins des industries et demain, on forme aujourd'hui les industriels de demain dans nos établissements. Gérer, c'est prévoir, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau de l'enseignement. Il faut déjà qu'on se projette vers les entreprises de demain, l'enseignement de demain. Et c'est un petit peu ce qu'on fait par l'intermédiaire des CMQ, de ce genre de salon, etc. Écoutez, je voulais vous remercier de votre participation à cette table ronde. En tous les cas, je pense qu'on va continuer à travailler ensemble sur l'ensemble de ces sujets et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être pour un état du point de l'avancée de ces formations en lien avec le dérèglement climatique. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Au revoir.